Bonjour à tous, voici le premier cours sur la romanisation qui est notre module 4. Donc ce module, c'est quand? C'est la période de l'Antiquité. On a vu vers 1500 avant Jésus-Christ les anciennes civilisations, la mésopotamienne et l'égyptienne. Ensuite, on a vu dans le module 3 l'apogée d'Athènes avec la démocratie. Et là, on est notamment dans l'Empire romain, qui commence en -27 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi on analyse cette période? Tout simplement parce que c'est un héritage de notre société. Encore aujourd'hui, au niveau du droit, de l'architecture, de la culture et des valeurs, c'est-à-dire ce à quoi on tient, ce qu'on pense être important pour nous. Alors justement, je vais vous montrer deux exemples, justement, de ce patrimoine dont on a hérité. Un exemple, tout d'abord, qui est un peu fou peut-être, là, c'est les conventions sociales, comme la coupe de cheveux pour hommes. Donc là, on a justement une image de Brad Pitt avec une coupe courte, ce qui est vu plutôt, la plupart du temps, comme un signe de bienséance et de bonne attitude. Alors, on voit aussi qu'il a le nœud papillon, il est rasé de proche, et ça, c'est directement hérité de la Rome antique. Alors là, si on regarde, bon, c'est un tableau du 19e, mais on peut voir effectivement les Romains qui sont souvent avec les cheveux très courts, à l'inverse des peuples qu'on appelait autrefois les peuples barbares, qui eux ont les cheveux longs, qui eux ont la moustache plutôt la barbe. Et ce symbole, il est resté jusque très récemment. En effet, c'est jusque dans les années 60 où c'était très mal vu pour un homme d'avoir les cheveux longs. Aujourd'hui, notre société est un peu plus ouverte à cela, mais encore dans certains emplois, avoir des cheveux courts, la barbe rasée, etc., c'est plutôt bien vu par les anciennes générations. À l'inverse, dans les peuples qu'on appelle, qui n'étaient pas romains à la base, comme les peuples barbares, les peuples européens d'avant la conquête romaine, les cheveux, les poils, c'était plutôt un signe de virilité pour les hommes et un signe aussi de force. Donc on voit comme quoi les valeurs de notre société sont quand même plutôt proches des valeurs romaines. Un deuxième exemple, c'est dans l'architecture. Si on regarde ici le siège social de la Banque de Montréal à Montréal, on voit bien que dans l'architecture, on a ce fronton alors qui ressemble au Parthénon, hein, c'est directement inspiré de la Grèce, avec des colonnes classiques, des frontons en bêta-acanthe, etc., en feuille d'acanthe, pardon. Et ces colonnes, le fronton, c'est typiquement antique. Alors c'est vrai que c'est typiquement grec, mais on va dire gréco-romain parce que les Romains avaient le même type d'architecture que les Grecs. L'autre exemple au niveau architecture, c'est à l'intérieur. Alors là, c'est vraiment plus romain, hein, avec la débauche de luxe, notamment les colonnes en marbre, les hautes colonnes qui sont dorées. Le plafond, ce qu'on appelle un plafond à caisson, puis on le trouvait souvent à Rome. Donc on a là plutôt quelque chose qui est gréco-romain, mais surtout plutôt romain. Donc on voit bien que même dans un bâtiment qui est encore un bâtiment d'aujourd'hui, même en Amérique, qui est très loin de Rome, on a encore cette influence de Rome. C'est pourquoi on va travailler sur la Rome antique pour en apprendre un peu plus sur notre propre civilisation, parce qu'on a des choses en commun, on a des choses que l'on a héritées de Rome. Alors, où est-ce que c'est Rome, justement? Alors là, on a une carte de l'Empire romain, mais tout d'abord, on va revoir un peu quand même dans quelle région on se trouve. Donc là, on a le monde, nous sommes ici, bien sûr, donc au Québec, là un peu en face d'Anticosti, qu'on voit bien sur la carte. On traverse l'Atlantique pour aller en Europe, mais plus précisément autour de cette mer Méditerranée que l'on voit ici, qui est une mer qui est presque fermée, elle est juste ouverte ici. Et la mer Méditerranée, justement, il y a au milieu quasiment ce pays en forme de botte qui est l'Italie. Et c'est là qu'est le berceau originel de l'Empire romain. Si je fais un petit zoom donc sur l'Italie que l'on voit ici, on voit que c'est un pays surtout qui est quand même assez montagneux, mais on a des grandes plaines fluviales ici qui servent beaucoup à l'agriculture. Et Rome se situe ici, on voit le Tibre
qui est le fleuve de Rome par excellence. Si je fais un zoom une fois encore, voilà à quoi ressemblait la Rome antique, avec ce qui est en orange foncé, c'est les collines, hein. On a vu qu'il y avait quand même pas mal de montagnes, et le reste en blanc, c'est plutôt la partie qui est euh, une plaine. Et on a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept collines. Ces sept collines, c'est pour ça qu'on parle aussi parfois de Rome, la ville aux sept collines, parce que les premières habitations vont surtout être sur les collines. On va voir, il y a même une spécialisation. Je vous donne juste un indice, le Capitole, c'est là où il y avait la forteresse antique de défense. Mais le Palatin, ben, ça vient du palais. Le mont Palatin, en fait, a longtemps été le siège du palais des empereurs. Alors, si je reviens à ma carte, Rome, oups, un petit peu avant, reviens. Si je reprends ma carte, Rome est ici, et on voit que au départ, c'est juste une ville qui est prise dans les remparts, cette colline dans les remparts. Donc, les origines de Rome, ici, si on regarde, il y a la conquête de la péninsule italienne vers 500 avant Jésus-Christ. Donc tout ce qui est en vert, c'est la première expansion, c'est-à-dire que la ville de Rome va conquérir des territoires et des cités qui sont proches d'elle. Alors c'est pas toujours violent, hein, mais c'est plutôt des luttes de pouvoir, etc. Ensuite, on a la deuxième extension en jaune pâle ici, qui est la première conquête du bassin méditerranéen. On voit bien que c'est vraiment le long des côtes, hein, notamment la Grèce. Puis, on va avoir l'extension avec la Gaule ici et une fois encore une partie du bassin méditerranéen sud, cette partie ici qui est la Judée et l'Asie mineure. Puis sous Auguste, qui va être le premier empereur, on va avoir les territoires en rouge. Puis l'expansion la plus importante sous Auguste, ça va être tout ce qu'il y a en blanc. Donc on a une ville qui va finalement avoir comme zone d'expansion tout le pourtour méditerranéen, donc vraiment un empire gigantesque et aussi très différent, mais qui a, on voit bien, comme unité en général la mer Méditerranée, même s'il y a quelques extensions, on voit jusqu'à la Grande-Bretagne ici. Donc ça, c'est pour l'emplacement où on se trouve. Si on part un peu dans la chronologie, on parle souvent de l'Empire romain, puis des empereurs, et notamment il y a la figure de César. Or, vous voyez que la mort de Jules César, c'est moins 44 avant Jésus-Christ, c'est encore pendant la période de la République. Donc il va falloir revoir un peu quand même cela, c'est-à-dire que Rome est bien plus ancienne que la simple période de l'Empire. Mais si on avait une date mythique que l'on donne souvent, que les Romains se donnaient, c'est la fondation de Rome. Alors, il y a une légende que vous connaissez peut-être, qui est la légende de Romulus et Rémus, légende que l'on peut justement imagé par cette illustration. Donc ça, c'est la louve nourrissant Romulus et Rémus, deux jumeaux, qui auraient été abandonnés par leurs parents et recueillis par une louve. Donc ça, c'est une statue en bronze antique qu'on a retrouvée en archéologie. Romulus et Rémus sont donc élevés et quand ils deviennent plus grands, ils vont avoir comme défi de créer les murailles de Rome et de créer la nouvelle cité de Rome. Donc Romulus va prendre une charrue et tracer de façon, on va dire, symbolique les premiers remparts en creusant un petit sillon. Et son frère Rémus va avoir un peu la bêtise de passer au-dessus de ces remparts symboliques, donc passer au-dessus du sillon. Et Romulus va tuer son frère pour cet affront. Donc une légende qui illustre vraiment plutôt des valeurs romaines qui sont plus les nôtres à l'heure actuelle, et aussi une légende mythique puisque on va avoir Romulus. Donc ça, c'est 753 avant Jésus-Christ. Le reste du temps, ça a été une république, mais la République de Rome va quand même, on l'a vu, s'étendre au niveau de l'Italie. Et
Au IIIe siècle, on a une première grande menace sur Rome à travers un peuple qui vient de l'autre côté du bassin méditerranéen. Donc si je reprends ma carte ici, c'est la cité de Carthage qui se situe juste ici. Carthage qui avait une influence sur cette partie-là du bassin méditerranéen et jusqu'en Espagne. Quand les Romains vont commencer à vouloir conquérir cette partie de l'Espagne, il va y avoir les premières frictions entre les Carthaginois, comme on les appelle, et les Romains pour cet emplacement-là. Et les tensions sont telles qu'en 212, le chef de Carthage, Hannibal, qui est le grand général de Carthage, va décider d'attaquer Rome par surprise avec les chars d'assaut de l'époque. Et c'est un peu l'image que je vous montrais tantôt, c'est que comme on est en Afrique, les troupes de Carthage avaient l'habitude d'utiliser des éléphants pour enfoncer les lignes de l'ennemi, parce qu'un éléphant en colère, bien sûr, ça fait énormément de dégâts. Et les Romains ne pensaient pas que les Carthaginois pourraient traverser les Alpes, donc ils pensaient que finalement les grandes montagnes un peu plus au nord de Rome les protégeraient sans aucun problème. Et Hannibal réussit à faire passer ses éléphants et réussit à conquérir et à répandre un peu la terreur dans toute l'Italie, à tel point qu'il va y avoir une prise de conscience. L'armée romaine va réussir à repousser cette invasion, mais on a très peur et l'idée, ça va être qu'il va falloir se débarrasser, ça va devenir d'ailleurs obsessionnel pour certains hommes politiques de Rome, il va falloir se débarrasser de la cité de Carthage. Et comme vous voyez à la page 120 sur votre ligne du temps, c'est ce qui va se passer en moins 146, prise et destruction de Carthage, le grand ennemi du bassin méditerranéen, le grand ennemi de Rome, la grande cité ennemie de Rome va être totalement rasée, c'est-à-dire qu'on va détruire tous les murs, etc. Et on va tuer femmes, enfants, hommes, ou alors réduire en esclavage ceux qui restent. Donc on voit là vraiment une prise et une destruction très très violente, une conquête très violente contre Carthage. Et autre élément aussi que je voulais dire, c'est souvent chez les Romains, on a ce côté très symbolique, on va répandre du sel sur la terre. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous mettez du sel sur des terres cultivables, plus rien ne peut pousser après. Donc, vraiment une volonté de détruire complètement Carthage. C'est une exception quand même, parce que la plupart du temps, quand les Romains vont conquérir des nouveaux territoires, il va y avoir cet aspect force, mais il va y avoir aussi l'aspect plutôt négociation et plutôt euh, assimilation douce, ce qu'on appelle justement la romanisation. Donc, l'autre grande guerre qui est connue et qui est aussi dans votre chronologie de la page 120-121, c'est la guerre des Gaules. Alors la guerre des Gaules, on la connaît bien à travers le personnage d'Astérix, puisque c'est la conquête de l'actuelle Belgique, de la France et d'une partie de l'Allemagne. Alors grâce à qui ces conquêtes? Ben, bien sûr, grâce avant tout à l'armée romaine. Donc là, on a des reconstitutions hein, avec ces légionnaires, comme on les appelle. On a là une armée qui est très bien entraînée et qui est capable véritablement de prouesse. C'est la grande force de Rome. Donc on a un équipement qui quand même on pourrait penser assez léger. On a cet équipement qui est en cotte de métal ou des fois ça peut être du cuir aussi. On a la petite jupe qui peut paraître un peu ridicule mais qui quand même protège aussi avec les lanières de cuir là qui va stopper les coups d'épée. On a le casque bien sûr, mais on a quand même un équipement relativement léger, puis les fameuses sandales en cuir, un bouclier. Et on va avoir quand même quelques corps. Là, on a la lance, on a le glaive, qui est une épée assez courte. Mais on a aussi parfois des cavaliers. On les voit moins souvent dans la constitution de Rome. Alors pourquoi des équipements aussi légers? Parce qu'il faut savoir que l'armée romaine se déplace essentiellement en marchant et elle est capable de faire 30 à 40 km par jour, ce qui est un exploit à l'époque, et donc de se déplacer relativement rapidement sur le territoire. Elle est très bien entraînée, ce sont des professionnels, c'est-à-dire que quand on est légionnaire, on le reste pendant 25 ans.
Et après ces 25 ans, on va pouvoir avoir des privilèges. Si on fait partie d'un peuple qui n'était pas romain à la base, on va obtenir la citoyenneté pour cette récompense. Et pour les Romains, ça va être aussi, pour les Romains plus pauvres qui ne disposaient pas de terre, ils vont pouvoir recevoir une terre. Donc, on a une armée motivée, professionnelle, disciplinée, qui est capable d'exploits, comme je disais, faire 40 km par jour, construire des camps en 2-3 jours, des camps fortifiés. Donc, on a là vraiment une armée qui est beaucoup moins ridicule que ce que Astérix peut montrer. L'autre élément de Rome, parce que ce n'est pas que par la force non plus, c'est sa culture qui va séduire beaucoup de peuples. Et la conquête des territoires se fait pas uniquement par la force et par l'armée, elle se fait aussi par la culture. Souvent, beaucoup de peuples vont être fascinés par la culture romaine, par son architecture, par aussi son économie prospère. Et beaucoup de personnes, beaucoup de peuples ont décidé de faire partie de l'Empire romain. Et on a une partie de l'Afrique du Nord, auquel on pense moins, qui a de très très beaux vestiges romains en Algérie, en Maroc, etc. Là, on voit la cité impressionnante. On a parmi les plus belles cités romaines de l'époque qui sont en Afrique du Nord, donc l'actuelle Algérie, l'actuel Maroc, l'actuelle Tunisie. Et euh, on voit bien que tout est fait comme à Rome, hein. On voit bien qu'on vit à la romaine. C'est cela que ça veut dire, la romanisation, c'est vivre à la romaine. Euh, L'architecture, mais aussi le mode de vie, le fait de se rencontrer sur la place, d'aller au théâtre. Ici, on voit encore un lieu de spectacle. Les temples, les thermes, là, ça a l'air d'être quand même pas mal un terme romain, c'est-à-dire des endroits où les bains publics, en fait, parce qu'on n'a pas toujours l'eau courante à la maison. Mais on a comme le complexe aquatique ici, en fait, on aime ça, aller dans les bains parce qu'il y a des massages, il y a des bains d'eau chaude, il y a des bains d'eau froide. Donc c'est aussi un lieu de vie publique, puis c'est le mode de vie à la romaine. Donc ça fascine beaucoup de peuples, et ce qui explique que euh, cette ville, qui au départ n'est que cette colline, va grandir dans toute l'Italie. Donc ça, c'est l'actuelle Italie, hein, qui est le berceau de Rome, qui est ici, et va conquérir donc l'ensemble du bassin méditerranéen qui se retrouve ici, une partie de l'Europe, une partie de l'Afrique du Nord, une partie du Moyen-Orient, de l'Asie mineure. Donc c'est euh, la première présentation. C'est à peu près l'équivalence que vous avez à la page 120-121. Donc maintenant, je vous laisse répondre à la page 122-124 pour voir si vous avez compris. Donc je le répète, vous faites les exercices, page 122, 123, pardon, 122 et 123. Voilà, je fais une autre vidéo pour le reste.